Le parti du professeur Abdoulaye Soma, Soleil d'Avenir, a effectué sa rentrée politique ce matin. Ce nouveau départ, les membres du parti le mettent à profit pour examiner les défis de la classe politique. Cette dernière qui a absolument besoin de renouvellement, selon donc le Soleil d'Avenir. Du mouvement concernant les organisations de la jeunesse au Burkina, alors qu'il existe déjà un Conseil national de la jeunesse. Des jeunes, dont un ancien membre du premier conseil donc, ont mis en place un deuxième, le Conseil de la jeunesse, une association censée donc s'attaquer au chômage et s'occuper de l'insertion professionnelle des jeunes, l'installation du bureau dans ce journal. Et puis, l'étendue des dégâts des inondations en Europe n'est pas encore connue, mais déjà plus de 130 morts ont été dénombrés. Plusieurs personnes sont encore reportées disparues. L'Allemagne est l'un des pays les plus touchés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc au titre, la classe politique burkinabé a besoin d'un nouveau souffle. C'est ce que pense le premier responsable du parti Soleil d'Avenir, le professeur Abdoulaye Soma, a expliqué son point de vue lors de la rentrée politique du parti donc, qui a d'ailleurs fait la lumière sur les défis de cette classe politique. En lien donc avec la situation nationale, le parti du professeur Soma entend bien jouer sa partition. On en parle avec Maxime Jelbombara. Pour sa rentrée politique 2021, le parti Soleil d'Avenir mène la réflexion sur les défis de la classe politique burkinabé. Conscient que la politique sert à régler des problèmes concrets d'une société, le parti du professeur Abdoulaye Soma s'engage à faire le diagnostic de la classe politique burkinabé. Et pour ce dernier, au-delà de la question sécuritaire, l'un des principaux défis de cette classe politique est celui de son renouvellement. On peut prendre un jeune comme ministre de, l'enseignement. Mais tant que sa vision doit être orientée, déterminée, conditionnée par la vision d'un ancien, évidemment, cette vision va être ancienne. Je n'ai pas dit que les anciens n'ont pas de bonne vision, mais je dis simplement que quand on a contribué à une nation, on a fait des efforts pendant 40 ans, on a eu le temps de donner ce qu'on a pu donner. Et le renouvellement doit se faire au haut niveau. On respecte, on connaît les limites des gens, mais on les respecte parce qu'ils ont quand même contribué à quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité, game over. Comme quelqu'un l'a dit, ça veut dire que le temps de cette génération-là, il faut qu'on constate dans la nation que ce temps-là est terminé. À ce renouvellement de la classe politique burkinabé qu'il faut nécessairement opérer et réussir, s'ajoute le défi de la concordance politique. Aujourd'hui, nous avons un déchirement politique. Ce qui s'est manifesté d'ailleurs par la nécessité d'une réconciliation nationale et d'une cohésion sociale. Ce qui implique que ce que je dis est tout à fait vrai. Nous avons un déchirement politique dans la classe politique et un déchirement social, c'est-à-dire communautaire dans nos communautés. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Il y a des partis du Burkina Faso qui ne se sentent pas au Burkina Faso. Il y a des communautés du Burkina Faso qui ne se sentent pas burkinabés. Pourtant, d'un point de vue juridique, d'un point de vue géographique, ces partis, ces communautés sont au Burkina Faso. Donc il faut que nous réussissions ensemble à créer le sentiment national. Et pour le Soleil d'Avenir, c'est un chantier et c'est un défi qu'il faut réussir. Pour relever le défi du renouvellement de la classe politique, le parti Soleil d'Avenir entend travailler non seulement à fédérer tous les jeunes des autres partis politiques, mais aussi les jeunes partis politiques. Quant au défi de la concordance politique, le président du mouvement Soleil d'Avenir propose un gouvernement de concordance qui fédère également majorité et opposition avec pour seul objectif l'intérêt supérieur des Burkinabés. Le Conseil de la jeunesse, c'est la nouvelle fêtière mise en place officiellement aujourd'hui à travers l'installation du bureau. Parmi les membres, un ancien du Conseil national de la jeunesse qui était jusque-là l'organisation officielle des jeunes au Burkina, qui renouvelle aussi aujourd'hui son bureau à Kaya. Désormais donc, 2 regroupements de la jeunesse avec des objectifs sensiblement différents. La nouvelle association veut s'attaquer au chômage notamment. On en parle avec Michael Toukré.
Pendant que le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso renouvelle ses instances dans la ville de Kaya, à Ouagadougou, c'est un autre congrès constitutif du Conseil de la jeunesse qui s'est tenu. Au terme des travaux, Ibrahim Ouedraogo est élu président du Conseil de la jeunesse du Burkina Faso. Avec cette nouvelle structure, la jeunesse du Burkina Faso se retrouve avec deux associations, le Conseil national de la jeunesse et le dernier né, le Conseil de la jeunesse. Les grands chantiers qui nous attendent, c'est l'employabilité d'abord des jeunes et par la suite la formation aussi des jeunes. Et pour finir, l'insertion professionnelle aussi des jeunes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso connaît un fort taux de chômage. Et ce fort taux de chômage-là est touché par la frange jeune que nous sommes. Et cette nouvelle fêtière qui vient de naître va effectivement travailler à ce que les jeunes soient plus représentatifs, que ce soit au niveau professionnel ou voire même au niveau administratif. C'est dire donc qu'avec cette nouvelle structure, c'est une crise qui vient de naître au sein de la jeunesse du Burkina Faso. Ibrahim Ouedraogo, lui, s'appuie sur l'article 4 de la loi 064 portant liberté d'association pour justifier la naissance de ce conseil de la jeunesse. Nous n'avons pas peur de ne pas être reconnus par les autorités parce que nous allons suivre toute la voie administrative qu'il faut pour être reconnus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que le CNJ est une association. Et la loi 04 nous le permet effectivement de devoir créer notre association et cette fêtière-là aussi. Donc par conséquent, nous, on sait très bien que peut-être on peut se sentir refoulé à un moment donné, mais c'est sûr que de par notre engagement et notre persévérance, nous allons finir par nous imposer. C'est le bureau national qui vient juste d'être installé. On est en train de devoir travailler à avoir des représentations au niveau des régions, au niveau des provinces, au niveau des communes et voire même les arrondissements. Le Conseil de la jeunesse du Burkina Faso est composé de 19 membres, dont 13 garçons et 6 filles. En rappel, Ibrahim Ouedraogo est un ancien membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. À l'Université libre du Burkina, un cadre d'exercice pour les étudiants en Master 2 de diplomatie et relations internationales. Ce samedi, ils étaient réunis dans une simulation de conférence internationale. Les conflits climatiques en Afrique ont servi d'axe de réflexion pour permettre donc à ces étudiants d'être convenablement préparés à leur profession. Image avec Sanata Seré. Ce cadre de réflexion sur les conflits climatiques en Afrique vise à préparer ces étudiants de l'Université libre du Burkina en Master 2 de diplomatie et relations internationales à la profession de diplomate. Un exercice pratique qui vient compléter les enseignements théoriques qu'ils ont reçus. Les différents pays africains représentés à cette simulation de conférence internationale sont passés tour à tour pour faire l'état des lieux du changement climatique dans le monde en général et en Afrique en particulier. Et une conférence internationale, je pense que c'est l'exercice le mieux indiqué pour mettre donc les étudiants dans une dynamique d'interaction pour réfléchir sur des questions problématiques de l'heure. Et je pense que les questions de changement climatique sont des questions internationales discutées depuis des années au niveau international et permettre à des étudiants de réfléchir sur cette question, de venir restituer et de faire des propositions conséquentes, c'est une action utile, non seulement sur le plan pédagogique, mais aussi utile sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Cette simulation diplomatique a été placée sous le patronage du consul honoraire de la République du Libéria au Burkina Faso et le parrainage du chef des services administratifs de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge du changement climatique. Les deux hôtes du jour ont apprécié à sa juste valeur cette initiative qui vise à inciter ses futurs cadres à l'analyse des enjeux du moment. C'est vraiment un thème qui nous interpelle tous parce que qui parle de changement climatique, parle de conséquences désastreuses à tous les niveaux. Donc il est moment qu'on s'en occupe, qu'on trouve des solutions pour que les risques soient minimes à l'avenir pour nos progénitures. Ce qui préoccupe plus les gens, c'est les questions de Covid-19, c'est les questions de sécurité liées au djihadisme. Voilà. Si en dépit de tout cela, des gens ont la profondeur de réflexion d'aller sortir cette menace, ce péril qui guette le monde depuis longtemps, qui est le péril environnemental,
c'est à saluer. Donc, je fonde l'espoir qu'ils vont sortir de ces travaux des réflexions et des résolutions qui vont féconder les politiques publiques dans les États. Le thème de cette conférence internationale, qui est le conflit climatique en Afrique, prend en compte 3 modules dont la diplomatie climatique, la prise de parole en public et la gestion des conflits en Afrique. Une thématique qui va permettre de tester leur capacité en termes de négociation et de propositions dans un contexte réel. Toujours dans le cadre de la formation, une session de renforcement de capacité initiée donc par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. C'est au profit des doctorants de l'Université Nazi-Boni pour une meilleure valorisation donc des fruits de recherche. La formation a été ouverte jeudi dernier. Détail dans cette correspondance de Joseph Koudougou. Comment valoriser et protéger les résultats de leur recherche? C'est autour de cette problématique que s'est tenue cette session de formation au profit des doctorants de l'Université Nazi-Boni. Les résultats des recherches scientifiques doivent impacter le développement socio-économique, d'où cette initiative qui est à mettre à l'actif de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Qui parle de doctorat parle de recherche, et qui parle de recherche parle de trouver des résultats qui peuvent impacter le développement socio-économique. Vous voyez, sous le président Thomas Sankara, on disait que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cela, il y a 2 éléments. Soit on ne perçoit pas parce que l'information n'est pas totalement portée, ou bien que les chercheurs, en fait, cherchent à se valoriser et non pas à valoriser. Alors que le service rendu à la nation veut que ce que vous générez comme résultat de la recherche puisse impacter le développement socio-économique. C'est pour ça que dès maintenant, on veut outiller ces jeunes chercheurs, entre griffes, puisque c'est des doctorants, pour que dès maintenant, ils puissent penser à la valorisation de leurs résultats de la recherche. Pour les doctorants, c'est une session de formation qui vaut son pesant d'or. L'un des pans de la valorisation, c'est la protection des résultats. Donc, ce sont des écoles, sont des doctorants. Donc, il est important déjà que ces acteurs puissent savoir les résultats qu'ils vont pouvoir engranger, comment pouvoir les sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que si vous ne prenez pas de précautions pour pouvoir sauvegarder, sécuriser vos résultats, cela peut se retrouver dans les mains d'autrui et le temps que vous avez consacré pour pouvoir aboutir à ce résultat, c'est comme si vous n'avez plus la possibilité de pouvoir valoriser ces résultats. Donc il est question pour nous, en tant que Centre national de la propriété industrielle, de pouvoir échanger avec ces doctorants sur les notions de propriété industrielle, et surtout, en fonction de l'identification du résultat, quel type d'objet de propriété intellectuelle il faut pour pouvoir sécuriser ces différents résultats. Ces chercheurs seront également outillés sur le contenu du référentiel national qui est la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations SNVTII. Cette stratégie qui encadre tout le processus et toutes les actions de valorisation des fruits de la recherche. Valorisation des produits locaux au Burkina, lancement donc ce samedi d'une unité semi-industrielle de mise en bouteille de la bière locale de Dolo, donc d'une capacité de production de 30 000 bouteilles par mois. Cette industrie donc est une innovation de la présidente des Dolotières du Burkina en matière de transformation de la bière locale. Image avec Ami Valion et Michael Toukré. Germilo, c'est la nouvelle unité industrielle de mise en bouteille de la bière locale, le Dolo. Première du genre au Burkina Faso, elle a une capacité de production mensuelle de 30 000 bouteilles. Les boissons mises en bouteille peuvent être conservées pendant une durée de 3 mois. Cette unité industrielle est une idée de Blandine Bouda, présidente des Dolotières du Burkina Faso, qui exerce cette activité de production de Dolo depuis 1975. J'ai décidé de créer officiellement mon entreprise dénommée d'abord Bar Resto Watvimde, puis par la suite entreprise Bouda Blandine en septembre 2019. Mesdames et messieurs, en 2004, j'ai eu à suivre l'IRSAT une formation de l'innovation technologie
qui m'a ouvert l'esprit. C'est pourquoi, dans le souci de développement et de modernisation, mon activité, j'ai décidé de créer cette unité semi-industrielle de mise en bouteille du Dolo, dénommée Germilo, afin de consolider les acquis déjà engrangés par l'entreprise. Une initiative saluée à sa juste valeur par le président du Conseil régional du Centre, par ailleurs copatron de la cérémonie d'inauguration. Il a par la même occasion promis de toujours accompagner la production des produits made in Burkina dans la région du Centre. C'est avec fierté et joie que le Conseil régional du Centre est présent pour accompagner et soutenir la promotrice de cette usine semi-industrielle de mise en bouteille de notre boisson locale qui nous est chère, que j'ai nommée le Tiapalo. C'est une dame que j'ai suivie depuis longtemps, bien avant d'être président du Conseil régional du Centre. Et en plus, c'est une de nos partenaires et nous avons constaté que c'est une femme très battante. Vous avez suivi, partie de vendeuse de Dolo sous un arbre, guidée par l'ombre et aujourd'hui qui se retrouve promotrice. Je crois qu'il n'y a pas mieux que de l'accompagner. C'est juste ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Cette unité semi-industrielle de la mise en bouteille de la bière du Dolo est installée dans le quartier Parlairi dans la ville de Ouagadougou. Elle emploie à ce jour 15 personnes, dont 7 permanentes, selon la promotrice. Inauguration d'une agence de la loterie nationale burkinabé dans la ville de Pau. Il s'agit donc de la deuxième dans cette localité qui répond à la politique d'expansion de la LONABé et à sa volonté d'être plus proche de sa clientèle. La cérémonie a eu lieu donc ce 16 juillet et a connu la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la province du Naouri. Reportage avec Michael Touré. Avec l'inauguration de cette agence LONABé de Pau, la Loterie nationale burkinabé se rapproche davantage de sa clientèle. Une agence qui offre un cadre agréable de travail avec plusieurs guichets pour les parieurs. Des parieurs qui peuvent aussi suivre les courses PMUB sur ses écrans en direct. La création de cette nouvelle agence dans la ville de Pau vise d'une part à assurer notre présence sur toute l'étendue du territoire et d'autre part à rapprocher les produits du client. En rappel, la LONABé commercialise 2 gammes de produits, à savoir la gamme Faso Paris, composée du Paris mutuel urbain burkinabé, communément appelé PMUB, et des espaces courses en direct et CD. Et la gamme Faso Cash, constituée de la Tombola Minute Plus et de la Télé Fortune. Selon la représentante du directeur général de la LONABé, l'inauguration de cette agence vient ainsi soulager sa clientèle qui n'aura plus à faire de longues distances pour tout paiement de gros lots remportés. La LONABé vient ainsi de concrétiser son engagement pour le bonheur des parieurs des jeux du hasard. Chose promise, chose due aujourd'hui. L'agence LONABé Pau est une réalité. Elle a été entièrement aménagée pour garantir un cadre agréable pour les prises de paris et vos jeux. Et se rapprocher au mieux de la clientèle. L'agence LONABé de Pau que nous sommes en train d'inaugurer dispose de tous les services adéquats pour rendre vos jeux agréables et vous satisfaire sur place ici. Plus de déplacements de longue distance. Vous aurez un bureau du chef d'agence, une caisse, une salle informatique et commerciale avec des agents dynamiques qui sont ici à votre service. L'inauguration de cette agence, selon Thérèse Nabaloum, s'inscrit dans l'axe 3 du plan stratégique de développement de la LONABé, à savoir l'expansion de l'action commerciale de la LONABé sur l'ensemble du territoire burkinabé. La saison de reboisement a débuté et le district 403 A3 de l'Inde Club International a lancé officiellement ce 17 juillet sa campagne de reboisement donc sur l'un des sites CGE Immobilier, une occasion qui a permis de mettre en terre également des plans sur un site du village de Nakamtenga à quelques kilomètres de Ouagadougou. Les détails de cette campagne et l'ambiance de cette première journée de reboisement dans cet élément de Fatima Tanikima.
C'est parti pour 2 mois de campagne de reboisement pour les lions du district 403A3. Cette campagne lancée plus tôt dans la matinée de ce 17 juillet ouvre la porte à tous les clubs qui composent le district 403A3 de mener des activités de reboisement sur les sites de reboisement dédiés au Lions Club International sur le sol burkinabé. Le premier site qui a accueilli les lions après le lancement officiel à Koubri se situe dans le village de Nakamtenga. Et ce sont des arbres fruitiers qui ont été mis en terre ici. Parce que ce sont des espèces déjà qui s'adaptent très facilement à notre sol, mais en plus c'est dans le but de restaurer ce que nous avions sur notre sol, les arbres que nous avions avant qu'on ait la déforestation, avant qu'il y ait la désertification. Donc on s'est dit que ce sont des arbres qui s'adaptent très facilement à l'environnement. Des arbres adaptés à l'environnement au Burkina Faso, mais qu'il va falloir entretenir. Et c'est là qu'interviennent les chefs de projet et les clubs porteurs du district 403A3. Selon Aruna Nikiema, ils seront chargés du suivi de ces plants qui ont été mis en terre. Nous avons planté les arbres. Il faut passer par derrière pour voir que l'arbre vit, que l'arbre a de l'eau, que l'arbre a de l'engrais, que l'arbre est entretenu, que des animaux n'ont pas dévasté ce qu'on a planté. Donc, en juillet, août, on plante les arbres, mais tout le reste de l'année, on va suivre les arbres de sorte à ce que l'année prochaine, à la même date, quand on vient pour planter encore de nouvelles plantes, on se rende compte que les plantes qu'on a entretenues sont vivantes et qu'elles sont grandes et qu'elles vivent bien. Ce reboisement, désormais inscrit dans le carnet d'activité du district 403A3 de Lions Club International, vise à lutter contre la désertification selon les organisateurs. Par cette activité, les lions du Burkina Faso disent inviter chaque citoyen à planter au moins un arbre chaque année. Une information avant de poursuivre ce journal. Un incendie s'est déclaré ce samedi 17 juillet au cabinet de maître Prosper Farama dans le quartier Ouaga 2000. Le sinistre a débuté aux environs de 16 heures selon des témoins oculaires. Pas de bilan jusque-là. Un rappel, maître Farama est un avocat constitué donc dans plusieurs dossiers emblématiques comme celui de Norbert Zongo et de Thomas Sankara. Je vous propose d'écouter Ambroise Farama, qui est le frère donc de propriétaire de cabinet qui a pris feu. Effectivement, j'étais à la maison et je me reposais, donc le téléphone était fermé. Et dès mon réveil, j'ai reçu tout de suite donc des appels m'informant donc de l'incendie. Je me suis déporté immédiatement sur les lieux et comme vous pouvez le constater, les dégâts sont énormes. Surtout la salle qui servait donc de lieu pour garder donc les dossiers et surtout de réunion de tout le personnel du cabinet. Cette salle-là, c'est ça que vous voyez donc juste derrière, qui est entièrement partie en feu. C'est vrai qu'un certain nombre de dossiers ont été sauvés. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Il n'y a pas de perte en vie humaine ni de personnes blessées. On ne peut que remercier Dieu au moins pour ça. Donc le dégât, il est purement et simplement matériel. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore reçu d'informations. Je pense que nous allons attendre que la police scientifique puisse faire son travail et situer donc la cause, l'origine donc de l'incendie. Le procureur de la République également est déjà sur les lieux et nous souhaitons justement qu'ils puissent faire donc sereinement leur travail et qu'on puisse être élucidé sur la question. Dans la suite de ce journal, la fête de la Tabaski sera célébrée le 20 juillet prochain, mardi donc. C'est selon un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Cette fête est marquée par le sacrifice d'un animal. Nous avons rencontré un imam de l'AMB donc afin de mieux comprendre les principes liés à ce sacrifice. C'est Abdoulaye Meigné qui l'a rencontré. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kabir est célébrée le 10 du 12e mois du calendrier hégirien selon l'imam Tidiane Nombré de l'AUMB. Cette fête, considérée comme la plus grande de l'islam, marque la fin du rituel du pèlerinage à la Mecque. L'une des recommandations de ce jour est d'immoler une bête, ce qui répond à la tradition du prophète de l'islam qui tire sa source du prophète Abraham. Il a été demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël à l'époque pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour de Dieu. Et Abraham n'a pas hésité. Donc il a répondu, puisqu'il avait un songe, il a répondu effectivement à certaines onctions divines en voulant sacrifier son fils Ismaël. C'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voyant donc cet acte de bravoure accepté,
sacrifié. À l'époque, c'était son fils unique à son Dieu. Alors c'est vraiment un acte de foi. Allah a voulu vraiment le récompenser en rachetant bien sûr le fils par un bélier du sacrifice énorme. Donc c'est la commémoration de cet acte de foi que les musulmans font en fait le jour de l'Aïd el-Adha. Le sacrifice du mouton n'est pas obligatoire, précise l'imam. C'est un acte fortement recommandé pour celui qui dispose de moyens et est très méritoire. C'est lié seulement aux moyens. Quand vous disposez des moyens, j'ai pu sacrifier cette année et l'année prochaine, peut-être je n'ai même moyen, ne me permet pas de sacrifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en tiens, mais il n'y a pas de péché, d'autant plus que ce n'est pas une obligation. Je répète encore, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. C'est-à-dire c'est une tradition, c'est un exemple du prophète qu'on veut perpétuer, qu'on veut effectivement faire comme le prophète alayhi salam. Donc, si on ne dispose pas de moyens, alhamdoulilah, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas de souci. Le mouton, la chèvre, le bœuf et le chameau sont les animaux concernés par ce sacrifice. Le choix est fait en fonction de la disponibilité et des moyens de celui qui souhaite sacrifier. Le plus important reste l'intention qui guide l'acte. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas besoin de la chair, il n'a pas besoin du sang du mouton. Mais ce que Allah regarde, ce que Dieu regarde, c'est notre foi. C'est notre détermination vraiment à poser un acte. Donc, en immolant un mouton vis-à-vis de lui, ça face à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour avoir tous les mérites liés à cet acte-là. Et on nous dit que le jour dernier, ce mouton sera présenté et il va venir avec tous ces poils-là qui seront comptés pour nous comme des mérites, comme des bénédictions. La chair de la bête sacrifiée est selon l'imam destinée à la nourriture de la famille et doit aussi être distribuée avec les voisins et les amis musulmans ou non musulmans. L'imam ajoute que l'animal doit être en bonne santé et sans défaut physique. Il termine en ces termes. Le jour de la fête de Tabaski est un jour d'adoration, de louange et de célébration de la grandeur d'Allah au-delà des festivités. Et cette fête s'étend sur 4 jours. Le musulman peut donc faire son sacrifice le jour de la fête ou les 3 jours suivants. Et dans le reste de l'actualité, une dizaine de jours après l'assassinat du président haïtien, les premiers résultats de l'enquête révèlent que le meurtre a été planifié depuis la République dominicaine voisine. Une vingtaine de personnes a été arrêtées, parmi elles 18 anciens membres des forces spéciales de Colombie. La police haïtienne a révélé que selon les suspects, le plan était de capturer le président haïtien, pas de le tuer, mais il s'agit donc d'un témoignage faux selon le président colombien. Les suites de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien il y a 10 jours. Un assassinat qui a été planifié depuis la République dominicaine voisine. C'est du moins ce qu'affirme le chef de la police haïtienne. À ce jour, 21 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 18 Colombiens, anciens membres des forces spéciales de Colombie. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando ayant exécuté Jovenel Moïse à son domicile. Lors de leur interrogatoire, plusieurs d'entre eux ont assuré que le plan, c'était de capturer Jovenel Moïse et non pas de le tuer. Une version pourtant démentie ce jeudi par le président colombien en personne. Parmi le groupe de Colombiens qui ont été capturés et pour certains tués dans des fusillades avec les autorités haïtiennes, il y a des gens qui, d'après ce que l'on croit savoir, étaient au courant de l'assassinat qui allait être perpétré. Certains de ces hommes ont bénéficié par le passé de formations proposées par l'armée américaine à l'époque où ils étaient dans l'armée colombienne. Le Pentagone l'a confirmé ce jeudi. Les États-Unis qui ont envoyé des enquêteurs du FBI à Port-au-Prince pour apporter un appui technique aux investigations. Mais pas question pour l'heure d'envoyer des troupes américaines sur l'île caribéenne. Le président Joe Biden l'a rappelé ce jeudi. Rassemblés à Port-au-Prince, ces partisans du président Jovenel Moïse ont réclamé que toute la lumière soit faite sur son assassinat. Et puis les inondations en Europe ont fait plus de 130 morts. Les opérations de secours se poursuivent car des centaines de personnes sont encore portées disparues. L'Allemagne est l'un des pays les plus touchés et ces inondations sont les plus meurtrières en Europe depuis ces 20 dernières années. De la boue à perte de vue qui recouvre une partie de l'ouest de l'Europe. Ce sont les plus fortes inondations depuis près de 20 ans. L'étendue totale des dégâts n'est pas encore connue car de nombreux villages ont été isolés par des glissements de terrain.
En Belgique, un jour de deuil national a été décrété. Avec elle, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas subissent ces crues meurtrières à des degrés différents. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Ce garçon de 6 ans a été secouru mercredi alors qu'il s'entraînait au football et a retrouvé ses parents vendredi dans un refuge d'urgence en Belgique. Il est resté coincé 48 heures, je ne sais même plus quel jour on est, presque 48 heures dans le premier étage avec 5 autres enfants et 2 adultes qui s'en sont occupés merveilleusement bien et voilà, on vient de le récupérer. Beaucoup de sinistrés restent dans l'incertitude. Aux Pays-Bas, la rupture d'une digue a entraîné l'évacuation des habitants. L'eau s'engouffre dans un trou d'environ 1 mètre, mais celui-ci s'agrandit rapidement et inquiète aussi ses voisins belges. Certains ne peuvent pas aider leurs proches. J'ai parlé à ma mère au téléphone pour voir si elle déplace ses affaires plus haut, si elle fait ses valises. C'est très embêtant que je ne sois pas autorisée à aller plus loin pour l'aider. Les services d'urgence partent au plus pressé, comme ici, en renforçant un barrage. Ces inondations ont fait plus de 130 morts. Un bilan susceptible d'évoluer avec les recherches, toujours en cours. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.